L'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 60 ans, l'Église entrait officiellement à l'ONU sous l'impulsion du pape voyageur Paul VI. Le Saint-Siège bénéficie d'un statut d'observateur permanent aux Nations Unies. Alors qu'est-ce que ce rôle ? Quels sont les rapports du Saint-Siège avec la communauté internationale et comment ont-ils évolué ? À l'occasion de la Journée mondiale des Nations Unies, ce 24 octobre, on parle géopolitique de l'Église avec Emmanuel Tawil. Bonjour. Bonjour Maxence Éloi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes avocat et maître de conférences à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et vous êtes également membre correspondant du comité pontifical des sciences historiques. Alors Emmanuel Tawil, le Saint-Siège a un rôle d'observateur. Qu'est-ce que ça veut dire, observateur ? Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il n'est pas membre des Nations Unies. C'est surtout cela que ça veut dire. Le Saint-Siège n'est pas membre des Nations Unies. Il n'est même plus vraiment observateur. Alors, il est un peu plus qu'observateur, puisque depuis une résolution de l'Assemblée générale de 2004, il est État non membre des Nations Unies. Ce qui peut donner lieu à pas mal de questionnements pour les spécialistes, parce que le Saint-Siège n'est pas un État. Donc c'est un peu, il a une position très 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 particulière aux Nations Unies. Il est l'un des acteurs les plus présents aux Nations Unies et il est en même temps non membre des Nations Unies, donc il n'est pas membre et il est reconnu avec une qualité qui n'est pas la sienne, celle d'État. Et quel est ce rôle ? Quel est son levier, son champ d'action aujourd'hui aux Nations Unies ? C'est très 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 divers. Lorsque le Saint-Siège intervient, c'est pour défendre la paix, la justice sociale et la protection des droits de l'homme. C'est un ensemble de domaines dans lequel le Saint-Siège intervient. Mais vous savez, le Saint-Siège n'a pas beaucoup d'autres moyens d'action que celui de la parole dans une enceinte comme les Nations Unies. Le Saint-Siège ne va pas envoyer des troupes y compris pour des opérations de maintien de la paix. Le Saint-Siège n'est pas en mesure de participer au financement de quelques projets que ce soit dans le cadre des Nations Unies ou d'une autre organisation internationale. Le Saint-Siège, tout au plus, a la possibilité de soutenir une action, de soutenir par la parole, de soutenir la paix, de soutenir telle ou telle décision des Nations Unies, mais il n'a pas les moyens matériels d'y contribuer. Et pourquoi le Saint-Siège n'a-t-il pas justement le statut d'État ? Alors, le Saint-Siège n'est pas un État parce que alors, il faut remonter à l'annexion de Rome par les Italiens, enfin par les Piémontais, comme on dit dans le sud de l'Italie, pour comprendre ce qui s'est passé. En 1870, lorsque les Italiens ont annexé les États pontificaux, on a commencé à s'apercevoir qu'il était possible qu'il existât une souveraineté du pape, indépendamment de sa souveraineté temporelle, indépendamment de la possession des États pontificaux. Et les États européens, la plupart des États européens, ont continué à avoir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, alors que celui-ci, visiblement, n'était qu'une puissance spirituelle et qu'il n'avait plus un support étatique. Et en 1929, lorsqu'a été réglée ce que l'on appelait la question romaine, c'est-à-dire les conséquences de l'annexion de l'Italie de l'annexion des États pontificaux par l'Italie, lorsqu'a été réglée la question romaine, on s'est aperçu que la souveraineté temporelle qui renaissait avec l'apparition de l'État de la Cité du Vatican, c'était en quelque sorte un plus, un élément supplémentaire.
Et donc le Saint-Siège, ce n'est pas un État parce que le Saint-Siège n'a pas de support territorial. La communauté internationale lui reconnaît une personnalité juridique, le droit d'être présent dans les rapports internationaux, indépendamment d'un support territorial, indépendamment d'un État, indépendamment du fait d'être un État. Et est-ce que d'autres acteurs comme le Saint-Siège ont le même type de statut particulier ? Alors oui, le Saint-Siège n'est pas le seul observateur aux Nations Unies. Le Saint-Siège n'est pas le seul État non membre aux Nations Unies, parce que c'est le cas ce sera le cas de la Palestine aussi. Les observateurs, il y en a qui ne sont pas des États, il y en a même quelques-uns, mais la particularité du Saint-Siège, c'est qu'il est pleinement assimilé à un État et qu'il a des relations diplomatiques avec la plupart des États de la communauté internationale. Des relations diplomatiques extrêmement larges. Et ça, c'est quelque chose duquel on n'est pas vraiment conscient. C'est-à-dire que le réseau diplomatique du Saint-Siège est véritablement l'un des plus larges. C'est là aussi son intérêt, c'est de pouvoir réussir à entretenir des relations diplomatiques avec tous les pays en étant à l'ONU et aux Nations Unies. Ah bah, ça facilite grandement, c'est-à-dire que les Nations Unies, c'est principalement une enceinte dans laquelle il est possible d'exprimer des positions et de négocier. C'est un lieu de rencontre principalement. Et c'est une des raisons pour laquelle le Saint-Siège y est depuis 60 ans. Et le Saint-Siège a le statut donc d'observateur depuis 1964, on l'a dit. Quelle était la nature de ses relations avec la communauté internationale avant ça ? Il avait des rapports qui étaient des rapports bilatéraux. C'est-à-dire qu'il avait des rapports avec chaque État pris individuellement et il ne participait pas à la vie multilatérale. Voilà, c'est-à-dire aux organisations internationales. Et depuis 1964, comment a évolué la participation du Saint-Siège aux initiatives ou activités de la communauté internationale ? Est-ce que ça s'est accru ? Est-ce que ça s'accentue au fil des années ? Considérablement. C'est-à-dire que le Saint-Siège a multiplié sa présence dans les organisations internationales. Et il est aussi même parfois membre d'organisations internationales. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour laquelle il a eu un rôle important au moment de sa création, au moment des accords d'Helsinki en 1975. Le Saint-Siège a un statut d'État participant. Donc un statut entre guillemets, membre à plein titre. Et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, c'est une organisation qui intervient dans les domaines, comme le nom l'indique, de la sécurité, de la coopération, notamment économique et scientifique, mais aussi de la défense des droits de l'homme. Et au moment des accords d'Helsinki, le Saint-Siège a eu un rôle considérable dans la rédaction des accords d'Helsinki, en particulier dans la rédaction des stipulations des accords relatifs aux droits de l'homme et à la liberté religieuse. Emmanuel Tawil, on a l'impression aujourd'hui que l'ONU est un immense paquebot à la dérive face à la multitude de conflits et son incapacité à y défendre la paix. La paix, c'est aussi ce que le Saint-Siège prône. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui à l'ONU ? Alors, je ne suis pas aussi critique que beaucoup d'observateurs. Pour une raison simple, c'est que je me dis souvent la réflexion que s'il n'y avait pas les Nations Unies, ce serait encore pire.
Et donc, tant que les Nations Unies permettent aux États de disposer d'une enceinte dans laquelle il est possible de se rencontrer, les Nations Unies ne vont pas si mal. Vous savez, les Nations Unies n'ont pas encore explosé et n'exploseront très certainement pas. Aux Nations Unies, la Russie est toujours membre, elle est toujours membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il n'est pas question sérieusement d'une évolution qui la ferait quitter le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine est toujours membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça fonctionne, alors ça a parfois bien mieux fonctionné, mais ça fonctionne en tout cas bien mieux que pendant la guerre froide. Les Nations Unies ne vivent pas, alors dire qu'ils vivent une crise, les Nations Unies sont comme tout organisme humain en permanente évolution, et la crise des Nations Unies, elle a commencé le jour même de la création des Nations Unies. Ce n'est pas un organisme qui est parfait. Ce n'est pas un organisme qui est parfait, mais il a le mérite d'exister, et tant qu'il existe, il contribue à la paix parce que il rend possible le dialogue et la recherche de solutions aux conflits. Le jour où la Russie quittera, si la Russie quittait les Nations Unies, ce que je crois impossible, ou si la Chine quittait les Nations Unies, là on pourrait dire qu'il y a une crise des Nations Unies, là on pourrait dire que les Nations Unies sont dans la même situation que la Société des Nations avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et en un mot, le Saint-Siège dans tout ça, que peut-il faire Il peut contribuer à maintenir le dialogue. Et maintenir le dialogue, en particulier avec les États qui sont concernés par des décisions du type sanctions. Je pense bien évidemment à la Russie, parce que le dialogue est toujours nécessaire pour arriver à une solution juste, pour arriver à la paix. Et le Saint-Siège peut contribuer au dialogue. Et je pense que c'est ce que la communauté internationale attend principalement de nous. Merci Emmanuel Tawil pour ces explications sur les rapports entre le Saint-Siège et les Nations Unies. Je rappelle que vous êtes avocat et maître de conférences à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. Et j'indique à nos auditeurs que votre prochain ouvrage sur les associations diocésaines est à paraître début décembre. À quelles éditions ? Aux presses universitaires d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup Emmanuel Tawil d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, merci.